En juin 1978, dans la petite ville française de Saint-Martin, nichée au milieu des vignobles et des routes pavées aux pierres anciennes de Bourgogne, une nouvelle étrange fit frissonner ses habitants. La famille Lemaire, Jean, sa femme Marie et leurs deux enfants, Élise 5 ans et Paul 10 ans, avaient disparu sans laisser la moindre trace, après s'être rendus à la messe du soir dans une chapelle privée récemment aménagée par leurs nouveaux voisins, une famille mystérieuse nommée Duval, dont la maison, un vieux manoir du XIXe siècle, venait à peine d'être restauré avec une rapidité déconcertante, donnant aux villageois l'impression que le bâtiment s'était métamorphosé sous leurs yeux en l'espace de quelques semaines. Et ce manoir, isolé au bout d'une ruelle étroite, attirait immédiatement les regards, notamment grâce à une pièce centrale, transformée en chapelle, avec de hautes fenêtres en ogive et des vitraux colorés, qu'aucune autorité locale n'avait encore approuvés, mais que les Duval utilisaient déjà pour leurs offices nocturnes mystérieux, où l'on entendait des chants étranges résonner dans les vignes, tandis que les chiens du village hurlaient à la lune et que les enfants tremblaient à leur passage, refusant de s'approcher de cette maison qui semblait toujours baignée d'une lumière anormale, ni totalement diurne, ni entièrement nocturne, et où la brise semblait porter des murmures incompréhensibles que seuls certains habitants affirmaient entendre, notamment des cris d'enfants mêlés à des paroles récitées dans une langue inconnue. Ces chants, à la fois doux et terrifiants, s'élevaient de minuit à l'aube, et les rares curieux qui osaient jeter un œil par les fenêtres racontaient avoir vu des ombres se mouvoir avec une lenteur calculée, comme si elles défiaient les lois de la gravité ou de la logique humaine, et qu'il y avait, derrière un rideau noir, une silhouette imposante, immobile, que personne n'osait approcher, et dont la seule présence semblait absorber la lumière ambiante, créant une aura de froid et de silence qui glaçait le sang. Le village, d'ordinaire tranquille et uni, avec ses familles de vignerons qui vivaient depuis des générations, soudainement confronté à l'intrusion de ces étrangers venus de Paris, Henri et Claire Duval, se retrouva divisé entre la curiosité et la peur, car les Duval parlaient peu, et lorsqu'ils adressaient la parole à leurs voisins, c'était toujours avec une politesse mécanique, un ton presque cérémonial, dépourvu de chaleur, et leurs yeux, d'un gris pénétrant, semblaient glisser sur quiconque les regardait, laissant un sentiment de malaise que personne ne pouvait définir. Même les enfants, instinctivement, les évitaient, et chaque chien qui passait à proximité s'enfuyait en gémissant, la queue basse, comme frappé par une terreur inexplicable, tandis que les Lemaire, eux, continuaient leur vie paisible jusqu'au jour de la disparition, s'insérant dans la routine quotidienne du village, avec la certitude que tout allait rester normal. Mais l'ombre de cette maison et de ses habitants mystérieux s'était déjà installée dans chaque ruelle, chaque vigne, chaque coin de la mémoire collective, au point que les habitants racontaient qu'en passant devant la chapelle, même en plein jour, ils percevaient un léger frisson, comme si un souffle froid sortait des pierres, portant avec lui les échos de rituels anciens, de prières oubliées et de chants que seul le vent semblait comprendre. Certains journaux locaux, conservés dans les archives de Dijon, mentionnent que des voisins alertaient à la gendarmerie à plusieurs reprises, signalant des silhouettes étranges entrant et sortant à des heures impossibles, et même des apparitions fugitives de lumières vacillantes à travers les vitraux, lorsque la maison était supposée être vide. Mais à chaque inspection, aucune preuve tangible ne fut trouvée, renforçant le mystère et nourrissant les murmures selon lesquels les Duval n'étaient pas de simples humains, ou du moins qu'ils n'étaient pas soumis aux règles ordinaires de ce monde. L'abbé Fournier, curé de la paroisse, qui avait tenté de s'opposer à cette intrusion spirituelle inhabituelle, raconta plus tard dans un cahier qu'on retrouverait bien des années après sa mort, que lorsqu'il frappa à la porte pour demander à voir la chapelle, Henri Duval le reçut avec un sourire figé et l'invita à réfléchir à sa foi imparfaite avant de le renvoyer, ce qui le laissa profondément troublé et persuadé que quelque chose de plus ancien et de plus ambre que tout ce qu'il avait connu se cachait derrière ces murs restaurés. Dans les semaines précédant la disparition des Lemaire, d'autres événements bizarres furent signalés. Les chats du quartier mouraient mystérieusement, certains habitants affirmaient entendre des rires d'enfants dans le vent, et des lettres anonymes, écrites avec une calligraphie ancienne et précise, commencèrent à apparaître dans les boîtes aux lettres de Saint-Martin, avertissant ceux qui lisaient de ne pas se mêler de ce qui les dépasse. Ce qui fit naître une atmosphère de paranoïa et de suspicion, où chaque geste le plus banal était interprété comme porteur d'un sens caché.
Ainsi, le contexte de la ville, la présence de la chapelle privée, les Duval mystérieux et leur comportement étrange, ainsi que les phénomènes inexplicables qui entouraient leur maison, constituaient un cadre oppressant et suffocant, plongeant la communauté dans une peur sourde mais constante, une inquiétude qui allait culminer le soir du 12 juin, lorsque les Lemaire disparurent à jamais, laissant derrière eux des portes verrouillées, des fenêtres closes et une ville suspendue dans le doute et le frisson, marquant le début d'une série d'événements dont les habitants ne se remettraient jamais complètement et qui allaient jeter l'ombre de la chapelle et de ses secrets sur toute la mémoire de Saint-Martin pour des décennies à venir. Dans les semaines qui suivirent la disparition de la famille Lemaire, un silence lourd s'installa sur Saint-Martin, seulement troublé par des événements que beaucoup jugèrent d'abord insignifiants, mais qui, mis bout à bout, dessinèrent une inquiétante logique. Les enfants du village continuaient d'éviter la ruelle où se trouvait le manoir des Duval, et ceux qui s'aventuraient à s'en approcher parlaient de frissons inexplicables, de voix étouffées dans le vent, et de regards fugaces qu'ils juraient avoir croisés à travers les vitraux, bien qu'aucune silhouette ne soit visible derrière les rideaux. Des animaux domestiques commencèrent à disparaître ou être retrouvés morts dans des circonstances étranges. Des chats aux yeux écarquillés, les pattes crispées, et des chiens semblant hurler dans un silence que personne d'autre ne percevait, créant une atmosphère de peur collective et d'impuissance, car les habitants comprenaient que quelque chose dépassait leur compréhension. Quelques témoins affirmèrent avoir entendu des chants la nuit, mais différents de ceux qu'ils avaient connus auparavant. Il ne s'agissait plus de psaumes ou de prières reconnaissables, mais de mélodies déformées, comme sorties d'un autre temps, scandées par des voix qui n'étaient ni masculines ni féminines, mais à mélange inquiétant, presque inhumain. L'abbé Fournier nota dans son journal que l'air autour de la chapelle semblait vibrer d'une énergie étrangère, et qu'à certains moments précis, même le soleil ne semblait plus éclairer le manoir de la même manière, projetant des ombres qui s'allongeaient et se tordaient comme si elles avaient une volonté propre. Les villageois racontaient également que certaines fenêtres du manoir reflétaient non pas le ciel, mais des visages éphémères, parfois familiers, parfois inconnus, et que ces visages semblaient les observer, analysant leurs réactions avec une précision glaciale. C'est alors qu'apparurent les premiers signes plus directs de danger. Les enfants qui jouaient près de la vigne voisine prétendaient voir des silhouettes glisser entre les troncs des arbres, et plusieurs adultes, sceptiques au début, rapportèrent avoir trouvé des jouets déplacés ou cassés, des morceaux de tissu noir coincés dans les buissons, et même des traces de pas qui ne correspondaient à aucune pointure connue. Les voisins commençaient à murmurer que les Duval étaient plus qu'étrangers, peut-être des gardiens d'un savoir interdit ou d'une tradition oubliée, et certains avançaient la théorie que la disparition des Lemaire n'était que la première étape d'un rituel plus vaste. L'angoisse monta d'un cran lorsque plusieurs habitants déclarèrent avoir reçu des lettres anonymes, rédigées avec une calligraphie ancienne et parfaite, qui contenaient des avertissements sibyllins et des phrases comme « Vous ne devez pas regarder »,« Le temps n'est pas le vôtre » ou « L'obscurité veille ». Ces lettres, glissées dans les boîtes aux lettres à l'aube, disparaissaient parfois le lendemain, comme si quelqu'un venait les récupérer pour effacer toute trace, ajoutant à la paranoïa ambiante. Les Duval continuaient de sortir uniquement la nuit, rarement aperçus le jour, souvent accompagnés de leurs mystérieux visiteurs qui semblaient n'être ni tout à fait humains, ni vraiment vivants. Certains habitants rapportaient que ces derniers avaient des yeux très clairs et immobiles, des mouvements lents mais parfaitement synchronisés, et que leur simple présence provoquait un malaise immédiat et une sensation de froid intense. C'est à ce moment-là que l'abbé Fournier décida de mener sa propre enquête, notant scrupuleusement chaque détail dans son carnet. L'heure précise des chants, les sons qui semblaient provenir de sous la chapelle, les variations de lumière à travers les vitraux, et les réactions animales, car il avait remarqué que les chiens et les chats percevaient des choses que l'esprit humain ne pouvait capter. Il observa également les enfants du village, qui de plus en plus semblaient avoir peur de tout, et restaient silencieux après 20 heures, certains refusant même de parler de peur que ça les entende. Puis vinrent les incidents plus inquiétants. Un fermier trouva un de ses moutons morts dans la vigne, mais aucune trace de prédateur,
et ses yeux grands ouverts semblaient refléter quelque chose que aucun humain ne pouvait voir. Un autre habitant raconta que sa petite fille, en jouant près de la route, cria soudain qu'une ombre à visage humain la suivait, et quand il courut la chercher, il ne vit rien, mais son chien avait disparu. Tout cela établissait une montée progressive de la peur, où la logique humaine échouait à expliquer les événements, et où la chapelle et la maison des Duval devenaient le centre d'un mystère que personne n'osait affronter pleinement. Les villageois commencèrent à organiser des réunions secrètes, à comparer leurs observations, à noter les coïncidences et les anomalies, mais chaque tentative d'interprétation rationnelle se heurtait au silence imposant de la maison et aux signes toujours plus étranges. Lumière mouvante, silhouette fuyante, rire de nuit, bruit de pas, que personne ne pouvait suivre. L'atmosphère devint irrespirable. Une peur sourde et continue, s'installant comme une brume qui étouffait la vigilance. Et il était clair que la disparition des Lemaire n'était pas un fait isolé, mais peut-être l'amorce d'un enchaînement d'événements que les habitants de Saint-Martin ne pouvaient pas comprendre entièrement, prisonniers de leur propre village et des forces mystérieuses concentrées autour de cette chapelle et de ses gardiens silencieux et impassibles. Au milieu de l'été 1978, alors que la chaleur pesait sur Saint-Martin et que les vignes commençaient à mûrir, les habitants se rendirent compte que le mystère entourant la famille Duval et la chapelle ne pouvait plus rester ignoré. Des bruits de martèlement et des chants gutturaux résonnaient chaque nuit, plus distincts, comme si une chorale invisible exécutait des rituels précis. Et parfois, au cœur de la nuit, on apercevait à travers les vitraux des mouvements frénétiques, des ombres se tordant et disparaissant dans des directions impossibles. L'abbé Fournier, qui poursuivait son journal avec une rigueur obsessionnelle, nota que les lettres anonymes se faisaient plus fréquentes et plus menaçantes, certaines contenant des troquis étranges. Figures géométriques impossibles à reproduire, yeux multiples et visages difformes entourés de runes inconnues, accompagnées de phrases comme « le temps s'inverse » ou « les enfants nous observent », suggérant que ce qu'ils considéraient auparavant comme superstition avait en réalité une logique et que la chapelle servait de point focal pour un rituel ancien, planifié et exécuté avec précision. Les villageois commencèrent à fouiller les alentours à la recherche de preuves tangibles, et l'un d'eux, un menuisier nommé Marcel, découvrit une petite porte dissimulée sous la chapelle, partiellement enterrée sous des pierres anciennes et des racines de vigne. Elle menait à un souterrain étroit dont les murs étaient couverts de symboles peints à la chaux et de traces noires que personne ne put identifier. L'odeur âcre qui s'en dégageait fit reculer même les plus courageux. Mais plusieurs témoins rapportèrent avoir entendu, venant du sous-sol, des voix d'enfants chantant des comptines déformées, accompagnées de bruits métalliques comme des chaînes ou des instruments chirurgicaux déplacés. C'est alors qu'une habitante, Madame Boucher, révéla qu'elle avait retrouvé dans le grenier des Duval un journal intime, écrit à la main dans une encre rouge foncée, dont certaines pages étaient tachées de ce qui semblait être du sang séché. Le texte, à demi effacé, décrivait l'arrivée des Duval à Saint-Martin, leur intérêt pour les rituels anciens et leur conviction que certains enfants avaient un regard capable de percevoir l'invisible. Il était clairement indiqué que la chapelle servait à purifier ces enfants et à canaliser une énergie qui devait, selon eux, rester secrète aux yeux des adultes. Plus inquiétant encore, le journal mentionnait la famille Lemaire comme un test initial pour déterminer la compatibilité de l'environnement avec leurs expériences, suggérant que leur disparition n'était pas accidentelle, mais une étape nécessaire dans une série de rituels complexes et méthodiques. Les enfants du village, eux, commencèrent à répéter des paroles et des gestes observés dans la chapelle, souvent lorsqu'ils étaient seuls, et certains adultes affirmaient que des phrases étranges, qu'ils ne comprenaient pas, sortaient de leur bouche comme si elles étaient dictées par une force extérieure. L'abbé Fournier nota également dans son journal avoir entendu une voix lointaine venant de l'intérieur de la chapelle, qui répétait son propre nom alors qu'il se trouvait à plusieurs mètres à l'extérieur et que le vent semblait porter les sons avec une précision surnaturelle. Peu à peu, les détails s'assemblaient pour former une image terrifiante. La maison et la chapelle n'étaient pas simplement habitées par des étrangers excentriques, mais constituaient un lieu d'expérimentation occulte, mêlant rituels anciens, manipulations psychologiques et, selon certaines traces, des pratiques médicales interdites, comme des expériences sur les enfants et des tentatives de communication avec des entités invisibles. Les symboles découverts de le sous-sol correspondaient à ceux trouvés dans des manuscrits anciens conservés dans des bibliothèques oubliées de Paris et Lyon.
Et l'abbé Fournier, en comparant les croquis des lettres anonymes avec le journal des Duval, constata que la structure du rituel suivait un calendrier précis, aligné sur les phases de la lune et certains solstices, donnant à la peur un caractère inexorable et mécanique. Chaque nouvel incident, disparitions animales, enfants traumatisés, lettres énigmatiques, ombres mouvantes, n'était donc pas aléatoire, mais faisait partie d'un système complexe et méthodique, révélant l'étendue du pouvoir des Duval sur leur environnement et sur la psyché des habitants. Les villageois commencèrent à fouiller les alentours à la recherche de preuves tangibles. Les villageois commencèrent à se demander combien d'années ces pratiques avaient été préparées et combien d'autres villages avaient pu être touchés avant Saint-Martin. Mais toutes les recherches furent limitées par la peur et par le sentiment croissant que toute intervention extérieure serait inefficace, voire dangereuse. Les murs même de la chapelle semblaient résonner d'une mémoire ancienne et vivante, chaque pierre conservant un écho des rituels passés. Et plus on s'approchait de la maison, plus la réalité paraissait malléable, comme si l'espace et le temps se pliaient aux intentions des Duval. C'est dans ce contexte de terreur méthodique et de découverte progressive que les habitants réalisèrent que la disparition des Lemaire et l'influence grandissante des Duval n'étaient que le commencement, et que le vrai danger venait non seulement de ce qui était visible, mais de ce qui jusqu'ici avait échappé à toute perception humaine normale, laissant présager que la chapelle, ses habitants et leurs rituels contenaient une menace qui perdurerait bien au-delà de ce que quiconque pouvait imaginer, imposant à Saint-Martin un poids de peur silencieux mais constant, un secret dont la révélation complète ferait vaciller les certitudes de toute une communauté. À l'automne 1978, alors que les feuilles des vignes et des arbres commençaient à rougir et à tomber, Saint-Martin semblait plongé dans une torpeur étrange, chaque habitant conscient que la chapelle et le manoir des Duval exerçaient une emprise croissante sur la communauté, mais incapable d'agir sans se mettre en danger. Les enfants du village, de plus en plus perturbés, rapportaient des rêves similaires, des visions nocturnes où les Duval apparaissaient au centre d'une lumière surnaturelle, entourée de silhouettes flots et de symboles anciens. Et dans ces rêves, les rituels se déroulaient avec une précision mécanique, comme si les événements de la vie réelle étaient déjà planifiés par ces figures obscures. Plusieurs habitants tentèrent d'enquêter de manière plus directe. L'instituteur, M. Lefebvre, réussit à pénétrer dans le sous-sol à la lueur d'une lampe torche et trouva des traces de ce qui semblait être un laboratoire improvisé, des instruments chirurgicaux anciens et rouillés, des fioles contenant des substances inconnues et épaisses, et sur les murs, des croquis représentant des enfants et des adultes en position rituelle, tous marqués par des symboles identiques à ceux trouvés dans les lettres et le journal des Duval. En examinant ces croquis, il nota une régularité terrifiante. Chaque figure humaine était associée à un calendrier lunaire et à une séquence précise de gestes et de sons, confirmant l'idée que tout ce qui se produisait dans le village était orchestré selon un plan méticuleux et ancien. La tension atteignit son paroxysme lorsque plusieurs témoins affirmèrent que des sons métalliques et des voix, provenant de la chapelle, avaient commencé à se manifester en plein jour, comme si l'espace lui-même réagissait à la présence des habitants. Les vitraux, qui reflétaient autrefois des visages fugitifs, montraient désormais des silhouettes immobiles et menaçantes, des yeux brillants dans l'ombre, tandis que les Duval se promenaient à l'extérieur, parfaitement calmes, le regard glacial semblant sonder l'âme de chaque passant. Une nuit, une audacieuse enquête menée par l'abbé Fournier et M. Lefebvre permit de découvrir une pièce secrète derrière la chapelle, accessible par une trappe dissimulée sous un tapis ancien. Cette pièce, tapissée de parchemins et de grimoires, contenait des documents attestant que les Duval étaient les héritiers d'un culte oublié, mêlant médecine interdite et pratiques occultes, visant à expérimenter sur la perception et la sensibilité des enfants, et que les disparitions, y compris celles des Lemaire, étaient des étapes contrôlées pour alimenter ces expériences. Les habitants comprirent également que le manoir et la chapelle fonctionnaient comme un amplificateur d'énergie psychique, que les sons, les chants et même la peur elle-même étaient utilisés pour générer un pouvoir que seul le culte des Duval pouvait exploiter. À mesure que la vérité se dévoilait, le danger devint immédiat et concret. Les enfants du village, parfois en état de transe, répétaient les gestes appris dans leur vision nocturne et certains adultes se mirent à ressentir des douleurs inexplicables, des pertes de mémoire temporaires et un sentiment de présence constante, comme si quelqu'un ou quelque chose observait chacun de leurs mouvements. Les lettres anonymes plus précises et plus menaçantes continuaient à apparaître, souvent dans des endroits impossibles, et les symboles peints dans le sous-sol et sur les murs de la chapelle semblaient se modifier légèrement, comme vivants, réagissant à l'intrusion des curieux et des sceptiques.
L'abbé Fournier nota dans son journal que les Duval semblaient capables de manipuler la perception du temps et de l'espace. Les minutes se dilataient ou disparaissaient, des ombres surgissaient de directions inattendues et des voix pouvaient être entendues alors que personne n'était présent à proximité. Des habitants affirmèrent avoir aperçu les silhouettes des Lemaire dans les vitraux, immobiles mais vivantes, parfois regardant les passants comme si elles attendaient quelque chose ou tentaient d'avertir. La peur devint palpable à chaque coin de rue. Même ceux qui avaient ignoré les avertissements commencèrent à ressentir la pression invisible des Duval et de leur rituel, et plusieurs familles quittèrent Saint-Martin en secret, laissant derrière elles des maisons closes et des champs abandonnés. Le village était désormais un lieu où le réel et l'irréel se mêlaient de manière inextricable, et où chaque bruit, chaque lumière ou ombre pouvait être interprété comme un signe, un avertissement ou une menace. Dans ce climat oppressant, l'abbé Fournier tenta de créer un plan pour révéler la vérité à tous, mais à chaque tentative, des obstacles mystérieux survenaient. Portes verrouillées de l'intérieur, vitres brisées sans cause apparente, instruments et documents disparus ou déplacés, donnant l'impression que la maison et la chapelle elle-même défendaient les secrets des Duval. Il devint alors évident que la puissance des Duval ne résidait pas seulement dans leurs connaissances occultes et médicales, mais dans leur capacité à modeler la perception et à instiller la peur à un niveau profond, affectant les sens, les émotions et la raison. Chaque habitant comprit qu'il était désormais pris dans un réseau invisible et méthodique et que la seule chance de survie résidait dans la prudence, la discrétion et la compréhension que toute action pourrait être observée et anticipée par ces êtres mystérieux. Alors que les nuits s'allongeaient et que le brouillard d'automne recouvrait les vignes, il devint clair que la chapelle et la maison des Duval n'étaient pas seulement des lieux physiques, mais des points de convergence d'une force ancienne et rationnelle et implacable, et que l'ombre des Lemaire et des enfants perdus planait désormais sur toute la communauté, comme un avertissement silencieux de ce qui pourrait advenir si quelqu'un osait approcher trop près des secrets que renfermaient ces murs sombres et ces vitraux déformés par le temps et par la peur. Lorsque l'hiver s'installa sur Saint-Martin apportant avec lui le froid, le brouillard épais et le silence oppressant des vignes gelées, la situation autour de la chapelle et du manoir des Duval atteignit son point critique. Les habitants les plus courageux, ceux qui avaient tenté d'affronter la maison et de comprendre les rituels, disparurent un à un, laissant derrière eux seulement des indices fragmentaires. Un manteau oublié, une lampe torche cassée, un carnet griffonné avec des mots incohérents, comme si l'énergie mystérieuse qui habitait le manoir avait choisi de punir toute curiosité. La peur s'étendait désormais au-delà des rues de Saint-Martin, affectant les villages voisins, car des lettres similaires à celles envoyées par les Duval apparaissaient dans les boîtes aux lettres, parfois signées par des noms inconnus, d'autres fois simplement marquées d'un symbole identique à celui trouvé dans le sous-sol de la chapelle, un cercle traversé de lignes convergentes, dont la signification restait incompréhensible, mais dont la présence seule suffisait à glacer le sang. Les habitants commencèrent à raconter des phénomènes plus étranges encore. Certains jurèrent que les vitraux reflétaient désormais non seulement des visages disparus, mais aussi des événements à venir, comme si le manoir et la chapelle fonctionnaient comme un miroir de la destinée, et que les Duval, immobiles et silencieux, manipulaient cette vision pour préparer des actions futures. Des bruits métalliques résonnaient dans la maison même en pleine journée, des chants étranges se faisaient entendre à travers les murs, et les enfants qui restaient dans le village semblaient possédés d'une connaissance interdite, répétant des gestes et des paroles apprises dans des visions nocturnes ou au contact de la chapelle, renforçant la certitude que le manoir n'était pas simplement habité, mais qu'il était un instrument actif de manipulation psychique. Un soir, l'abbé Fournier, qui avait survécu jusqu'alors, en observant discrètement et en consignant ses observations dans son journal, nota la dernière scène terrifiante qu'il parvint à documenter. À travers le brouillard, il vit une silhouette enfantine, son blanc flotté à quelques centimètres du sol, se dirigeant vers la chapelle, suivie par des ombres indistinctes qui se mouvaient en parfaite synchronisation, et lorsqu'il tenta d'intervenir, il sentit une pression invisible l'empêcher de bouger, une force qui semblait tirer son esprit vers les vitraux, révélant un flux de visions effrayantes où le passé, le présent et le futur se mélangeaient, montrant les Lemaire et d'autres disparus participant à des rituels dont ils ne pouvaient comprendre ni le sens ni la finalité. La peur collective atteignit son paroxysme lorsque des documents furent retrouvés, journaux, lettres, enregistrements, qui confirmaient que les Duval avaient planifié depuis des années chaque mouvement, chaque disparition, chaque événement étrange, et que leur pouvoir n'était pas limité au village, mais qu'il s'étendait par influence psychique et symbolique à travers des distances et des générations,
Certains chercheurs contemporains, en examinant ces archives dans les années suivantes, notèrent que certains symboles et rituels étaient encore actifs, invisibles mais fonctionnels, et qu'ils pouvaient affecter l'esprit humain même à distance, suggérant que la menace des Duval perdurait bien au-delà de Saint-Martin. Les habitants qui avaient survécu se dispersèrent, emportant avec eux la mémoire de ces événements, mais chacun gardait en soi la certitude que ce qu'ils avaient vécu ne pouvait être expliqué rationnellement, et que la chapelle et le manoir demeuraient des points de convergence d'une force ancienne et implacable, toujours en activité. Aujourd'hui encore, les archives locales et les témoignages, conservés précieusement dans des coffres et des bibliothèques privées, attestent que certaines lettres continuent d'apparaître, certains symboles sont toujours visibles sur des vieux murs, et que les enfants qui grandissent dans la région, lorsqu'ils passent près de l'ancien manoir, se comportent parfois comme s'ils percevaient quelque chose d'invisible, murmurant des phrases incohérentes ou fixant des points vides avec une intensité qui glace les sangs. Ce lien entre le passé et le présent suggère que l'influence des Duval, de la chapelle et de leurs rituels n'a jamais été interrompue, et que Saint-Martin, bien que redevenu un village tranquille en apparence, reste sous l'emprise d'une force que peu osent nommer et encore moins confronter, laissant à chacun, lecteur ou témoin moderne, la question terrifiante: que feriez-vous si aujourd'hui un voisin apparaissait avec la même indifférence glaciale et la même maîtrise des secrets anciens que les Duval, et que la chapelle reprenait vie au milieu des vignes, prête à accueillir de nouvelles victimes dans son cycle immuable et invisible? Ainsi la peur s'étend et persiste, invisible mais tangible, et le lecteur est laissé avec l'ombre de ce qui a été perdu et de ce qui pourrait encore advenir, comme un avertissement silencieux. La chapelle veille, et elle n'a jamais cessé. Des décennies après les événements qui bouleversèrent Saint-Martin, le manoir des Duval et la chapelle demeurent, aux yeux des habitants et des rares visiteurs, des bâtiments apparemment ordinaires. Mais ceux qui osent s'en approcher ressentent une tension palpable dans l'air, une sensation de présence invisible et un frisson qui parcourt l'échine sans raison apparente. Les lettres mystérieuses, bien que plus rares, continuent d'apparaître, glissées dans des livres anciens, sous des portes ou dans des boîtes aux lettres abandonnées, portant toujours les mêmes symboles que ceux découverts dans le sous-sol et le journal des Duval. Et ceux qui les trouvent rapportent des rêves étranges, où ils voient des silhouettes enfantines les guidant ou les observant, des visions si réelles que le sommeil devient une expérience terrifiante et parfois incontrôlable. Les archives de l'abbé Fournier et des témoins survivants, aujourd'hui conservés dans des coffres scellés, montrent que la chapelle agit comme un point focal d'énergie invisible, influençant la perception humaine, et que chaque détail, le chant, la lumière, la disposition des objets, les symboles anciens, participent à un mécanisme complexe méticuleusement orchestré depuis des générations, visant à transformer la peur en une force tangible et directionnelle, et à créer un réseau d'influence psychique qui dépasse de loin les limites du village. Certains chercheurs modernes, qui ont étudié les documents historiques et les lettres, témoignent que des anomalies psychiques continuent de se manifester. Enfants et adultes voient des ombres fugaces, entendent des voix, ressentent des pressions inexplicables dans certaines parties du village, et même les animaux domestiques sont affectés, refusant parfois d'entrer dans des zones précises ou se comportant de manière anormale, comme s'ils percevaient ce que l'esprit humain ne peut détecter. L'influence semble également temporelle. Certaines visions renvoient à des événements passés ou futurs, et il arrive que des témoins aperçoivent des silhouettes disparues depuis longtemps, parfois marchant parmi les vivants, créant un sentiment de déjà-vu et de confusion, comme si la chapelle et le manoir étaient un lieu hors du temps où passé et présent se superposent et où la logique humaine échoue à tout comprendre. Ce phénomène suggère que les rituels et l'énergie que les Duval ont accumulés n'ont jamais été interrompus et continuent de se manifester aujourd'hui, laissant planer sur Saint-Martin une atmosphère d'incertitude et de peur subtile, une menace invisible mais réelle, et chaque visiteur ou nouvel habitant pourrait, à son insu, devenir partie prenante d'un cycle qui dépasse toute compréhension. L'histoire, telle que consignée dans les journaux, lettres et documents retrouvés, insiste sur le fait que la peur n'est pas seulement un souvenir, mais une entité active, qu'elle peut être transmise et ressentie au-delà des générations, et que la chapelle elle-même, ainsi que le manoir, constituent un point de convergence où l'invisible devient perceptible, et le réel altéré, invitant chaque lecteur à se poser la question: que feriez-vous si, en entrant dans votre propre ville ou quartier,
vous perceviez une influence similaire, une présence silencieuse et constante qui vous observe et vous manipule, sans jamais se révéler pleinement. Certains récits modernes parlent d'enfants qui, en s'approchant des limites de l'ancien domaine, répètent des phrases incompréhensibles, dessinent des symboles étranges ou adoptent des comportements qui semblent dictés par une force extérieure, confirmant que les mécanismes des Duval continuent d'agir dans le monde contemporain, que le cycle n'a jamais été interrompu et que la chapelle reste un lieu où la frontière entre visible et invisible, entre passé et présent, est si mince qu'elle peut être franchie par quiconque ose regarder de trop près. Ainsi, la peur n'est jamais totalement éteinte, elle persiste, silencieuse mais puissante, prête à s'activer et l'histoire des Duval et de leur chapelle devient un avertissement vivant. Peu importe où vous vous trouvez, peu importe la distance ou le temps écoulé, certaines forces, certaines vérités restent en veille. Et chaque regard, chaque geste, chaque pensée peut être observée et influencée par ce qui demeure dans l'ombre. Alors, lecteur, posez-vous cette question. Seriez-vous capable de traverser cette chapelle aujourd'hui, de regarder derrière les vitraux et de faire face à ce que vous pourriez découvrir, sachant que la ligne entre réalité et illusion pourrait disparaître à jamais, et que ce que vous considérez comme un simple lieu historique, en réalité, pourrait être un point d'ancrage pour une peur active et persistante, prête à continuer son cycle pour une génération nouvelle, sans jamais révéler sa pleine portée ni sa finalité, laissant derrière elle seulement le frisson, l'incertitude et l'ombre de ce qui ne peut être compris.